Hello, bonjour. Welcome to the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale, a union podcast for working people. I'm your host, Sébastien Bezeau, et oui, parfois en français aussi. This podcast is hosted by the Union of Safety and Justice Employees, le syndicat des employés de la sécurité et de la justice. Join us for an informative discussion every month about issues currently affecting working people. On today's show, we're talking about issues facing workers across Canada, from worksite safety to the housing crisis. NDP MP Alexandre Boulris joins us first en français, followed by USJE RVP Lori-Ann Wesselby, who spent much of her career working in kitchens at federal correction facilities. Bonjour Alexandre Boulris, bienvenue au filet de sécurité syndicale. Bonjour Sébastien, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alors Alexandre, pour nos auditeurs et auditrices, vous êtes le député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie, le chef adjoint de Jagmeet Singh et le porte-parole du travail. Vous avez été élu pour la première fois en 2011 lors de notre belle vague orange et vous êtes présentement le seul député NPD au Québec, comme l'avait été Tom Mulcair. Mais au cours des 4 parlements successifs, vous avez tenu plusieurs rôles importants. Vous êtes un des visages les plus connus à Ottawa. Alexandre, es-tu dorénavant une éminence grise du NPD? On pourrait dire que je suis une éminence grise ou je commence à être un vieux meuble ou quelqu'un avec de plus en plus la barbe blanche puis les cheveux gris. Mais tout ça est vrai. Tout ça est un petit peu vrai. C'est sûr que là, après presque 13 ans, le 3 mai, ça va faire 13 ans que j'ai été élu député fédéral la première fois. Je pensais jamais durer aussi longtemps, mais j'aime autant la job qu'au début. Surtout que là, on est dans une situation un peu particulière. J'imagine qu'on va en reparler, qui est intéressante avec un gouvernement minoritaire. Mais Sébastien, dans ta question, quand tu as dit au début, tu es présentement le seul député NPD au Québec, le mot important, c'était « présentement ». Parce qu'on travaille fort pour que ça change puis que j'ai des collègues la prochaine fois. Ouais, puis on voit la vague orange, ça peut changer vraiment vite, là. On va sauter dans le vif du sujet. C-58, une loi anti-scab au fédéral présentée par le gouvernement libéral. C'est presque inouï, cela, là. C'est le point culminant des combats menés par des générations de militants syndicaux. Qu'est-ce que propose C-58? Il propose quelque chose que nous, au NPD, on s'est toujours battu en faveur avec, évidemment, tout le mouvement, tu l'as dit, avec tout le mouvement syndical depuis 40 ans, depuis 50 ans. Et ça a été vraiment important dans nos négociations avec le gouvernement minoritaire après l'élection de 2021. Parce que en 2019, on a un gouvernement minoritaire, puis on négocie à la pièce selon les projets de loi, selon les budgets, puis on n'obtient pas des grandes affaires. Puis après 2021, on s'est dit, on pourrait peut-être structurer ça un petit peu. Et c'est là qu'on a eu des négociations avec les libéraux. Et une loi anti-briseur de grève, une loi anti-scab, c'est un des gains qu'on a fait dans nos négociations. Les libéraux ont jamais accepté ce principe-là. Ils ont toujours voté contre. À chaque fois qu'on a déposé, je pense que c'est 8 fois à l'NPD qu'on a déposé un projet de loi là-dessus, ils ont toujours voté contre. Mais là, s'ils voulaient avoir notre support, il fallait qu'ils acceptent des choses. Ils ont dû accepter assurance médicaments, soins dentaires et anti-scab. Pour nous, c'était quelque chose d'absolument essentiel. Donc, ils l'ont fait, mais c'est parce qu'on leur a tordu le bras. Ouais. Mais là, pour que nos auditeurs sachent où est-ce que c'est rendu, 58, en février dernier, si je me trompe pas, le projet de loi a passé l'étape de la seconde lecture. Puis ce qui est intéressant, c'est avec un vote à l'unanimité. Là, je me trompe pas, les conservateurs sont là. Si les conservateurs ont voté en faveur de C-58, me semble que C-58 devrait pas être trop parfait, là. Ça peut être une interprétation. Moi, je vous dirais que C-58 est solide. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Oui. Le délai de mise en œuvre, d'ailleurs, on est en discussion, on essaie de pousser les libéraux là-dessus, qui est un peu trop long. Il y a différents aspects qu'on peut être capable d'aller chercher d'autres gains. Mais si les conservateurs ont voté pour, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils essaient de montrer qu'ils sont l'ami des travailleurs et des travailleuses. Leur bilan, leur record montre que c'est pas vrai, qu'ils ont toujours été du côté des grosses compagnies, des boss, toujours férocement anti-syndical. Mais là, soudainement, ils essaient de se donner des airs. Là, finalement, les syndicats, on aime ça, puis on est proche des travailleurs. J'ai hâte de voir en troisième lecture qu'est-ce qu'ils vont faire après le travail en comité. Ouais. Je dirais aux gens, méfiez-vous. C-58 est assez bon parce qu'on a évité les gros pièges.
Il n'y a pas des critères, par exemple, on peut avoir des briseurs de grève si l'intérêt économique national est menacé ou alors l'idée des services essentiels. C'est vraiment pas là. Alors, on a été très, très ferme dans nos négociations avec le ministre du Travail, Seamus O'Regan. On a une mouture qui nous satisfait, qui est pas parfaite, mais qui nous satisfait, qui satisfait l'ensemble du mouvement syndical, même si il voudrait avoir des avancées puis d'autres modifications. Moi, je suis fier du travail qui a été fait. J'ai été un peu surpris du vote des conservateurs, mais je pense que c'est plus une question de positionnement électoral. Ben, c'est une belle surprise. Je veux dire, les travailleurs et travailleuses vont apprécier un projet de loi comme C-58. C'est un pas vers l'avant. Ce qu'on retourne un peu dans le passé, en octobre 2022, vous aviez déposé un projet de loi C-302, un projet de loi privé qui ressemblait beaucoup à C-58. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que après avoir négocié avec les libéraux sur le principe d'une loi anti-SCAB, une loi anti-briseur de grève pour le Code canadien du travail, ben on leur a dit, regardez, on est tellement du bon monde, puis on est tellement serviable qu'on va vous présenter un projet de loi type que vous pourriez juste copier-coller. Alors, c'était un petit peu pour augmenter la pression puis leur dire, voici à quoi devrait ressembler un projet de loi anti-SCAB qui est sérieux. Et c'est vrai que les libéraux s'en sont inspirés dans une large mesure. Il a fallu ajuster des choses dans les négociations en privé avant le dépôt du projet de loi, mais je pense que ça l'a fait œuvre utile en leur montrant la voie. Tout simplement. Faudrait vous faire chaud au cœur, par exemple. Pour le NPD, ça fait des années, des décennies qu'ils travaillent là-dessus. Vous, votre projet de loi que vous aviez présenté, projet de loi privé en 2022, puis que là, vous le voyez, sauf c'est pas vous qui va prendre le crédit, mais le résultat final va quand même être là. Comment est-ce que ça vous fait sentir, tout ça? Écoutez, c'est pas encore fini, là. J'ai hâte que le ballon passe la ligne, la zone des buts, là, comme on dit, mais on n'est pas à la ligne on n'est pas au milieu du terrain, là. On est à la ligne de 5, là. On est sur le bord de faire le toucher. C'est un moment historique. On va se le dire, c'est un moment historique. Ça fait 50 ans que ça existe au Québec, une loi anti-briseur de grève. Le ciel nous est pas tombé sur la tête. Ça a protégé les droits des travailleurs et des travailleuses. Il est à peu près temps que le fédéral emboîte le pas. Alors, il y a une grande fierté personnelle, mais une grande fierté aussi de l'ensemble du mouvement des travailleurs et des travailleuses. Si on réussit ça puis que c'est mené à terme comme il faut jusqu'à la fin, on a changé les relations de travail au niveau fédéral pour peut-être toujours. Alors, quand tu es 25 députés sur 338, c'est rare que tu es capable d'accomplir des affaires comme ça. Puis moi, personnellement, ça me tient à cœur aussi parce que je suis un ancien conseiller syndical du SCFP au sein de la FTQ. J'en ai vécu des conflits de travail dans les télécommunications avec Vidéotron, dans les ports de Montréal, le port de Québec actuellement. Ça fait plus qu'un an et demi qu'ils sont en lock-out de ce monde-là. 81 travailleurs du port de Québec qui se font remplacer tous les jours par des scams. Alors, il n'y a aucun incitatif pour le patron à s'asseoir puis négocier sérieusement un contrat de travail. C'est ça qu'on veut briser, rétablir l'équilibre de force à la table de négociation pour les travailleurs et les travailleuses. Là, en ce moment, j'ai même insisté pour travailler sur le comité pour être sûr d'être là pour entendre les témoins, discuter puis négocier les amendements qui vont avoir lieu. C'est pas moi qui est sur ce comité-là, mais j'ai insisté pour y être parce que je veux vraiment être sûr que ça va être le meilleur projet de loi possible. Là. On va garder un œil là-dessus, puis si vous avez besoin de support, je suis certain que les travailleurs vont vous supporter dans cette guise-là. Vous avez parlé qu'il y a eu plusieurs grèves au Québec, au Canada. Je veux dire, il y avait le port de Vancouver, les enseignants en Ontario, l'Alliance à fonction publique du Canada, à Iqaluit, le Front commun au Québec. Alexandre, qu'est-ce qui explique cette reprise d'activité de contestation, toutes ces grèves-là? Là? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça intéressant. C'est une espèce de réveil de la classe ouvrière, de la classe moyenne pour défendre ses droits, ses conditions de vie, son pouvoir d'achat aussi. Et c'est beau à voir comme mobilisation. Mais il y a deux facteurs qui sont objectifs qui expliquent ça. C'est la hausse du coût de la vie. C'est difficile là, de payer l'épicerie, c'est difficile de payer le loyer, l'hypothèque, la hausse des taux d'intérêt. Donc, les gens sentent que la pression financière sur eux autres puis leur famille est forte. Puis de l'autre côté, les travailleurs se rendent compte de leur pouvoir, en bonne partie parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, avec un chômage qui est bas, avec des entreprises qui cherchent des employés, le rapport de force est du côté des travailleurs. Alors, c'est le bon moment. Moi, ce que je dis aux travailleurs et travailleuses, c'est profitez-en, c'est le temps de négocier des bons contrats, d'augmenter vos conditions de travail, d'augmenter vos salaires puis vos régimes de retraite. Il faut profiter de l'occasion, puis c'est le fun de voir toutes ces mobilisations-là. Comme vous l'avez mentionné, la situation économique, tout de suite, c'est pas vraiment positif. Tout coûte cher. Puis on dirait que ça s'améliore pas. Fait que pour les politiciens sur le plan fédéral, qu'est-ce que les élus fédéraux peuvent faire pour mitiger les effets néfastes de la situation économique? Ben, c'est premièrement, nous autres, au NPD, on veut avoir un impôt, une taxe sur les profits excessifs
puis il y a une manière très facile de le calculer, et on peut imposer cette surtaxe-là, surtout sur les profits là, que font les pétrolières, les grandes chaînes d'épicerie, c'est absolument indécent, alors que les gens doivent se priver de nourriture des fois ou faire des choix qui sont difficiles. On peut avoir aussi un impôt sur les bonus ou les salaires des grands PDG de ces compagnies-là qui gagnent des millions de dollars alors que le monde en arrache. Puis deux autres choses aussi, c'est notre nouveau programme de soins dentaires qu'on a imposé aux libéraux aussi qui voulaient pas faire, où les gens qui gagnent moins de 70 000 $ par année vont pouvoir avoir accès à se faire rembourser une bonne partie de leurs soins dentaires. Ça, c'est des centaines de dollars par année. Ça coûte cher. Des milliers de dollars par année. Oui. Alors, c'est une manière très, très concrète d'aider les travailleurs puis la classe moyenne, puis faire baisser le prix des médicaments aussi. C'est pour ça qu'on a forcé les libéraux à déposer une loi cadre sur une assurance médicaments publique puis universelle, qui est aussi une revendication du mouvement syndical. Alors, c'est des choses comme ça qu'au NPD, on met de l'avant pour ramener un petit peu de justice dans notre société puis donner un break au monde qui ont de la misère à payer leurs factures. Ouais. Mais ça, les libéraux le font parce qu'on leur tord le bras, puis demander aux conservateurs s'ils vont garder tout ça si jamais ils prennent le pouvoir. Parce que ça, c'est dangereux. Puis pour l'instant, ils patinent puis ils répondent pas aux questions. Est-ce qu'ils vont enlever les soins dentaires aux aînés puis aux personnes les plus démunies de notre société? En ce moment, Pierre Poilievre, il répond pas parce qu'il a pas envie de répondre. Ouais, OK. Ben, des mal dedans, on n'aime pas ça. Non. Ça fait continuer à tordre les bras. Écoutez, on va parler un petit peu de la crise du logement. On entend souvent le terme des renovictions. Moi, je viens en Nouvelle-Écosse, c'est beaucoup propagé là. La crise du logement, c'est-tu rendu à un point? Est-ce que c'est ingérable? Est-ce quelque chose que les politiciens peuvent faire? Ben, c'est plate parce qu'on est rendu à un point où c'est qu'est-ce que les politiciens auraient dû faire il y a 30 ans. Mais on peut pas refaire le passé. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous autres, ce qu'on dit au NPD, c'est qu'il faut avoir un grand chantier national de construction de logements qui sont réellement abordables, qui répondent aux besoins des gens selon leurs revenus. Et là, je veux pas faire de la grande philosophie politique, mais c'est important. Le logement, c'est un droit fondamental. Ouais. C'est pas juste un investissement pour faire des profits. En ce moment, beaucoup en Amérique du Nord, on considère que le logement, la propriété, c'est juste une manière soit de le louer pour faire de l'argent, pour avoir un revenu, ou alors un investissement pour sa retraite. C'est tout à fait correct. Mais il faut avoir des logements qu'on appelle hors marché, qui répondent à une autre logique que celle de juste s'en mettre plein les poches, qui est celle de, il faut offrir un toit aux gens qui en ont besoin, qui sont dans la rue ou qui dorment dans leur automobile maintenant. Ouais. Alors, il faut construire rapidement des logements qui sont réellement abordables, des logements sociaux, des coopératives d'habitation. Quand on parle de logements hors marché, c'est justement ça. Des logements sociaux où tu payes ton loyer selon ton revenu. Des coopératives d'habitation où le monde se met ensemble pour être capable de s'acheter une place puis avoir 12, 15, 20 logements. C'est un modèle qui a existé dans le passé. Il va falloir réinvestir là-dedans. Au Canada, on a à peu près 4 % de notre parc immobilier qui est hors marché. Au Danemark, c'est 10 %. En Finlande, c'est 20 %. La municipalité de Vienne possède 60 % des logements. Ils rachètent tout. Et ils offrent ces logements-là aux gens qui en ont besoin. Puis je veux dire, l'Autriche, là, c'est pas un pays d'extrême gauche non plus, là. Ouais. Mais, fait qu'il existe des modèles où on est capable de sortir de cette logique-là. Ce que les libéraux font pas assez. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je viens d'être nommé il y a pas longtemps le nouveau porte-parole du NPD en matière de logement. Donc, c'est vraiment un dossier sur lequel, avec le travail que je vais suivre, puis je vais pousser fort là-dessus. Bon, vous allez continuer à tordre des bras. Voilà, j'adore ça. C'est à notre avantage. Pour terminer, projetons-nous dans l'avenir, Alexandre, toute formation politique confondue. Qui, parmi les politiciens et politiciennes que vous avez connus, souhaiterez-vous le plus revenir au Parlement avec un mandat des électeurs? Puis je vais tricher. Je vais nommer mon choix personnel, puis vous pouvez pas l'utiliser. Ah non, mais non, c'est ça. Moi, c'est Ruth Hélène Brosseau. Mon Dieu, que je m'ennuie d'elle. Elle m'avait tellement inspiré. Une serveuse dans un restaurant avec des enfants. C'est travailleurs et travailleuses qui doivent aller au Parlement. Oui. Mais ça, c'est bien d'avoir justement des gens qui viennent du terrain, qui connaissent c'est quoi, comment la vie peut être dure, puis des fois, puis difficile, puis une mère monoparentale, mais qui comprend la réalité des gens. C'est ça. Et puis, il y a 3 ans, en 2021, elle gagnait pendant une partie de la soirée. À la fin de la soirée, elle gagnait plus. J'étais assez triste, là, ça n'a pas d'allure. Mais bon, on est en discussion avec elle pour qu'elle soit candidate de nouveau. On verra si c'est possible parce qu'elle s'occupe d'une ferme maintenant avec son conjoint, donc elle est bien occupée. Mais on va essayer de la revoir dans l'équipe. Mais pour répondre à ta question, Sébastien, moi, ça serait Megan Leslie. Ah oui, ben oui. Ah, ben là, je savais pas que tu venais de Nouvelle-Écosse avant de venir. Halifax en plus, puis là, il y a des rumeurs qu'Andy Fillmore va peut-être se présenter à la mairie d'Halifax. Il y a des rumeurs comme ça fait... C'est qu'il passe comme Megan, il faut qu'elle nous revienne, là, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle, une femme brillante. Ouais. Et avec un style aussi au Parlement qui
qui me fait penser à la vieille expression qui dit « parce que sourire est une si belle façon de montrer les dents ». Parce que elle était jamais jamais dans l'insulte, jamais agressive, elle haussait pas le ton, mais elle était capable de lancer des attaques qui étaient incisives tout en souriant, mais qui étaient extrêmement efficaces. Puis avec quelqu'un avec un grand cœur, quelqu'un avec des principes puis des valeurs qui est là pour les bonnes raisons. J'étais tellement triste quand elle a perdu, mais c'est le genre de député, homme ou femme, que j'aime beaucoup. Et puis si jamais revenait au Parlement, je serais tellement content. Parfait. Mais Alexandre Boulris du NPD, merci d'être avec nous au filet de sécurité syndicale. Ça a été un honneur. Merci pour tout ce que vous faites au nom des travailleurs et travailleuses du Canada. Puis aussi pour les francophones hors Québec, ça fait toujours du bien d'avoir des élus francophones qui nous représentent aussi. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Continuez votre beau travail, vous aussi. It is my pleasure to welcome to the Union Safety Net someone whose smile is contagious, Regional Vice President Lorianne Wesselby. Welcome, Lorianne. How are you? I'm wonderful, Seb. Thanks for having me today. Listen, I'm so pleased to have you here at the Union Safety Net. You are from my home province of New Brunswick. Yay! Yay! So, Lorianne, as you know, USJE members and working people from across Canada are listening to us. So tell us, Lorianne, what's the news from New Brunswick? Currently, we're just waiting to see if we're going to get the next 4 seasons in the next 24 hours. Very well put. Listen, Lorianne, you have had an impressive career in a very important aspect of public safety that it's not well understood by the Canadian public at all. So would you mind taking a moment to tell us what that was? Well, in 1995, I was the second female in food services at the Dorchester Medium Institution located in Dorchester, New Brunswick. My position there is what they call a FOS 6 or a GSFOS 6, which is a food service officer level 6. And my responsibilities at the time, I would cook for a 45-man unit, which was a geriatric unit for offenders that had disabilities, special needs. And we also ran what we called the small group meal plan, which was a 43 units that are in the minimum sector of Westmoreland Institution. And it's a grocery store. So I would get a daily per diem for the offenders, and they would fill out a grocery list, send it in to me, and we would fill their grocery needs based on religious diets, different things. You must have felt quite vulnerable being a woman surrounded by male inmates all the time in a kitchen. I mean, how did you cope with that on a daily basis? I have a very dark sense of humor, so you kind of have to learn to cope every day, make fun of yourself, I guess, is the way to do it, and ensure that you have that compatibility in the environment and know your environment. And I spoke with the offenders and the respect. The respect aspect was a big thing, to earn the respect from the offenders. I can remember the first time an offender, which was a lifer, which is long-term serving a prison term, called me boss. And I thought he was making fun of me, and I was really insulted. And I went to my manager and said, he's calling me boss. Why? And he's like, I don't even get called boss. That is one of the highest forms of respect. You have their respect. You've got to know your environment. But I know you personally, and I know you would also treat them as human beings, and you would treat them as respect. And, although they are incarcerated, they're still human beings at the end of the day. It's part of your job to treat them with respect. So, I mean, they would value that, and that's how they would return it to you, I would say. Exactly. I have several family members that worked in the prison over the years, and I grew up in Dorchester, like 5 minutes from the institution. And it's a multi-complex. So there's a medium, minimum, and Shepherdie Healing Center. And my uncle always said, be firm but fair. Treat them with humanity and respect, and you'll get it back. That's very well said. Now, something else you mentioned were the grocery store, and then inmates get to give you grocery lists. Can you elaborate on that? Because I'm sure a lot of people don't know that happens in institutions. So can you explain how the grocery store works? Sure. So it's called small group rations. It's considered a small group rations coordinator. And we have a budget, which is
a per diem. So each offender is given a daily allotment of a per diem. Currently, it's around $11 a day. And we had, at that time, we used to have contracts with suppliers. Unfortunately, now we don't have that. So we're looking for different suppliers. So we get the food brought in, Atlantic Wholesalers, Cisco, all the big ticket, like your breads, your meats, your fish, your poultry, all your canned goods. And we had they have a national menu. So we have a grocery list that is based on the national menu. So they fill it out in a house. So there's either 6, 8, or 10 offenders in a unit at the minimum side. And they would bring it in, we fill it. And then on grocery day, which is Thursdays, we have a scanning system, which is called a point of sale systems, exactly what you see in a grocery store. They come in, we scan the groceries, and instead of tallying it, it takes it away. So if they were given $300 for a house, they pool their money, they get their groceries, we scan it down, and then whatever's left, they can carry over 10% a week. And at the end of the month, they have to spend that money. And then they take it back and they basically put it in their fridges and make their meals themselves. Okay, thanks for explaining that. And you did mention that there's also some respect about religious diets. Can you touch a bit on that aspect too? So the religious diets, we have several religions. We have Rastafarians, we have vegans, we have the Jewish diet, Muslim. So CSC is obligated legally to ensure that they are getting the food based on that religious diet. And there is a CD. Currently, it is under review. Some of the other sites that do what we call main feeding, they get tray fed. So they go to the kitchen, they get their trays, or the trays are brought up to their cells. In small group, they're able to access the food as needed. So that's why we need it both in small group, and they have a offender canteen. And then they take it back to their house and they cook it based on their religious diet. And that also includes like pots and pans. Certain religions, you can't share your pots and pans. You have to have special stuff. Interesting. Okay. So going back to the basics of food service officers, or as you said, the acronym is FOS. So that's a job you did in the past. The food service officers, they interact a lot with federal offenders, correct? Can you tell us, like, on a regular day, you show up to the institution, what does a day look for a food service officer? We have what's called the Regional Food Production Center. There's 2 different sides to it. So the side of the food production is where all the food is cooked for the other federally regulated institutions that have finishing kitchens, which serve tray feeding or have like different ways of whether it's coming to the kitchen or going into the cells. Small group is attached to that. So in one door side, we have 4 to 5 offenders on the side that I work in, small group. So I would come in, the guys would come in after count. They have a selection of duties that they do, bagging and tagging, getting the food ready, picking the carts. And in between that, I go in and out of the food production center because that's where I have to interact to get my printer copies and stuff because we share a printer. On the food production side, there is usually up to 10 to 15 offenders in any given day if we have a full capacity of workers. And at lunchtime, they're called back to their units to be counted. They come back in the afternoon. So each offender is paid 35 hours a week. And then we basically do up their pay stubs, send them in. So we are interacting on a daily basis. Even on grocery day, I'm interacting with the whole site. So sometimes when groceries are issued, like 5 or 6 guys will come up because there's 3 or 4 big bins. They're heavy. There's a lot of canned goods. In the what we call H block, which is still a geriatric unit, they still receive groceries, but we have helpers that help them take it back because, again, there's a lot of, we have anywhere from a 20-year-old to a 90-year-old at the institution, multi-level of crimes. So when you're in the kitchen and you may be surrounded by 10 to 15 inmates, how many other coworkers are with you? And I know the USG doesn't represent correctional officers, but
I assume there's some looking out for your security. Like, set us the stage, because you're in a kitchen, and I assume any normal kitchen would have like knives, scissors, and, some dangerous equipment, and you're surrounded with offenders. So what's in place for your security, and who's there with you to protect you in case something happens? In the small group side, it's me. So you're alone? I'm alone in the same building through a locked door. So in order to get to me, I have what they call a PPA. It's a personal protection. I can't remember what the A stands for. So if I feel in danger, I press it. The control center where the CX are is across the parking lot. And what's a CX for our listeners who don't live in an institution that you have done for your career? A CX is a correctional officer. Okay. They have level 1, level 2. So when that PPA is assigned in the mornings, they put my name on it. They know that it's assigned to me. The problem with PPAs is I could be out back. So by the time they get through the door to get to me and find me, there's a very long pause. So it's not immediate. We do not have CX right in our food service departments. Years ago, they used to, but we're behind a locked door. And in order to get in, they can come through the main door, but every single site, you would have to use a key to get in, to get to us in the event of an emergency. Wow, that personal button doesn't seem like a security safety net for me at all. Do they provide you any sort of like self-defense training? Do they give, I don't know, do you have like pepper spray, or I don't know, like how do you defend yourself if a crisis arises? Is that security button the only protection that you have? Do they train you? No. The PPA is basically our only device, or if we could get to a phone and call. We do not get self-defense. We don't get any kind of a training like that. I did years ago take a self-defense class because I witnessed something at the medium that kind of put the fear of God into me. And I decided that I needed to get the training that I needed to protect myself. And I always find an area where I might be able to hide in the event of a riot. It sounds crazy, but these are the things that go through our minds. I was actually in corrections for almost 10 years before we received, myself and several others received what they call NEOP, which is a new employee orientation. And it's for non-CX employees within the institution. That should be something that is done before you even set foot into an institution. And the campaign that we're working on now, we have seen a major increase in training, and we've been really fighting. And that's why I'm so proud of USJE and our FAWs for speaking up and having this in the limelight. And it's unfortunate it took an incident in Stony Mountain to push this to the limelight. But this is where we are, and our voices need to be heard. We need to be protected because we are, as you indicated previously, we pass out knives. Some are tethered, but others are not. And anything in an institution can be used as a weapon. A frying pan, a pot and pan, a pen. You have to be cognizant of what you're passing out. And I don't want to seem extreme, but these are the things that have always gone through my mind. I've been with corrections for 29 years. This year in my substantive position as a FAWS, a food service officer. No, these are things you have to keep in mind. You have to look at your own safety. Of course, we want these federal offenders to be rehabilitated. You don't want to assume they're going to attack you, but you have to think of every way you can protect yourself. And it's unfortunate that there's no such training, like you said, before you even walk into a kitchen. You should have received some sort of basic training on how to look out for yourself and your coworkers, especially where there's not that many people around you, especially if you're alone. So, Lori-Ann, you did mention an incident that occurred in Stony Mountain Institution. Can you explain actually what happened in that incident? So the incident happened in the kitchen. My understanding is the offender was either leaving the kitchen or cleaning. The FAWS 7 at the time was hit with the broomstick, went down, and the offender continued to assault the member in the kitchen until he was
beaten unconscious. The impacts of that, obviously, with other staff watching and offenders were impactful. And it happened in Winnipeg, Manitoba at Stony Mountain Institution. Individuals in these FOSS positions, they help train federal offenders as part of the offenders rehabilitation program, right? So how safe is the kitchen environment? The kitchen environment is as safe as CSC wants to make it, is how I look at it. If they would listen to the people that have the feet to the ground, I think we would have a lot less incidents. And I think that at the end of the day, if we get the training as we come in, regardless of your status, whether you're casual, a term, or an indeterminate, to me, it doesn't mean anybody is any less value. Our lives are of value. And when a casual is coming in, that is the future of our institutions. These are the future of our organization. And they're the ones that need to know. If they come in, they don't have training. A lot of them don't stay. A lot of FODs don't stay because they don't know. And there's just so many outlying other things that are being thrown at you on a day-to-day basis that if you're not prepared when you walk through those doors, and it's very intimidating when you walk into a federal penitentiary, every section you go through, you hear that clank of the door being shut in a medium and a maximum. In a minimum, it's a little more open, but you still have you're behind locked doors because you want to be able to control the movement within your department. It's good that you can share this experience because I'm sure a lot of listeners haven't had the opportunity to visit an institution and to hear the important work that your members and yourself have done to assist the inmates. So how many FOS, the food service officers, does your union represent across the country approximately? Currently, approximately about 391 in corrections in Correctional Service of Canada, and I believe there's around another 39 in other departments within our union. So I know you did mention there was an incident that happened in the Stony Mountain Institution a few years ago, and because of that unfortunate incident, your union developed this campaign. And I think from what I heard, there's increased training now being offered. So what are your coworkers saying? Do they feel safe at work? Do they feel their concerns are taken into consideration? How did the campaign develop and how did things change for your members? The campaign developed when the incident that happened at Stony Mountain resulted in a 128. And ESDC came in and... What's a 128 and what's ESDC, please? 128 under the Canada Labour Code is a refusal to work because of dangerous conditions. And it starts with a 127 and then a 128. ESDC, which completely just went out of my head. I can't think of the formal because in corrections, we do a lot of acronyms, but we don't really know for let it part of it. But they came in and what resulted was the findings were lack of training, that management failed. And at the end of the day, in this incident, it wasn't a knife, it was a broomstick. And that's how easy things happen. A tool can be made out of anything to make into a weapon. And even a food tray. The food trays are hard trays. They can be filed down into shanks or knives and used. And our searching is, minimal because we're always doing other things. So we basically do the searches that we need to within our departments. And we have correctional officers that can do pat downs and searches of the offenders. So what did your campaign, the union campaign that you developed, what were the main asks? I assume training was one of them because you said since you've launched a campaign, there's been an increase in training offered to food service officers. What were the other asks of that campaign per se? Broken equipment was another problem. If you're working with broken equipment, the health and safety aspect, you could be shocked. A piece of it could come apart and it could hurt you. Things in the production center, we have a lot of pressurized machinery that bags the food. And I've actually experienced where when it goes wrong, we're cleaning the ceilings, which are like 15, 20 feet up because that food has imploded and it's scalding hot. So there's things that we have to make sure there's a maintenance schedule at every institution that is either weekly, monthly, yearly,
to ensure that the safety of the equipment is there. The training, obviously, there's several trainings, new employee orientation program, dynamic security. We're asking for some self-defense because we're walking in. We don't have that. The safety training is another big aspect. We want to make sure that new employees understand the dynamic of the clients that they're working with, because it takes minutes to compromise a new worker. And once you're compromised and you haven't reported it, your career is over. And then it leads into bringing in other things into the institution. So those are big key asks that we've been asking. And on top of that, since the program and the campaign has started, we've realized that a lot of other issues are going on. Phoenix pay issues. Our members are going to work every single day to keep Canadians safe and not getting their pay, or some of their pay, or none of their pay, or they're getting clawback pay 6-7 years later. We want to make sure that, first aid and CPR, we don't get that training. We used to, but we no longer have it because there's health services on site. But again, by the time that department gets into the kitchen, if the offender is in distress and having a heart attack or something, that can mean life or death. And to the staff also. One last question I want to verify with you, because it doesn't seem like an easy job whatsoever. And really mentally, it could take a toll. I'm sure you hear a lot of things. You see a lot of things in an institution that you would need some sort of mental support once you get home. I'm aware that correctional officers, the CX as you refer to, they do have presumptive injury coverage because of the nature of their job. But your members, they work in the same institution. They see almost a lot of the same things and they hear a lot of the similarities. So do your members have presumptive injury coverage for operational stress like the correctional officers? No, we do not. And when we hire offenders in food services, and I'll say, when an offender comes in to work in our kitchen, I always call it my spider senses. I get that bad feeling. That is the only time that I'll go and read the case file. Those case files are something that people should never have to read in some instances. And we do it because we want to make sure if we're feeling that there's something wrong, generally there's something wrong. So you want to make sure that you know everything about that offender, what their previous work experience is. I don't like reading. In my career, I might have read maybe a dozen files on the offenders that I've had that kind of bad feeling that something just doesn't seem right and I just don't feel comfortable working with them. But we read them. We see things. I've seen assaults at the medium. We've had stabbings at the minimum. We sometimes don't realize, and public don't realize, because it's a minimum, that we don't have high risk offenders in there. We do. It's just they're there because they've done good time in their last of their sentence. So to not have that and to have to prove while you're already in a mental health crisis and not have that coverage, it's wrong. We need to have that legislation passed. And I bet you to this day, those dozens of files that you've read, you probably remember every single detail of them, right? It's something that would haunt you. Every single detail. So, Lori-Ann, this episode will be airing during the month of April to coincide with April 28th, the National Day of Mourning of Workers Killed or Injured on the Job. Why do you think these commemorative dates are important to highlight, especially for people, who work in federal institutions? To ensure that we continue advocating for the legislation that we need with the politicians, to make sure that by doing so, our members and all employees within the Correctional Service of Canada are safe, and to make sure that we don't forget those that have fallen because of things that have happened in the workplace. Proactive instead of reactive. Well, Lori-Ann, thank you so much for opening the kitchen doors. This is very special. I've learned a lot. I'm sure all of our listeners have learned a lot. I think many people listening to us have learned something new today. So Lori-Ann Wesselby, all the way from New Brunswick,
Thank you for joining us on the Union Safety Net. Thank you, Sebastian. You have a great day. Merci. Thank you for joining me for this episode of the Union Safety Net, Le Filet de Sécurité Syndicale, a union podcast created by USJE for working people. If you have any feedback on today's episode or would like to suggest a topic you want us to cover, please reach out on social media platforms. We love to hear from our listeners. I'm your host, Sébastien Bezeau, and I hope you'll join us next month for another episode of the Union Safety Net, Le Filet de Sécurité Syndicale.